Merci, Madame, Monsieur le Président. La maladie thrombembolique veineuse n'est pas du tout rare en Afrique, contrairement à ce qu'on a pu penser. À titre d'illustration, dans l'hôpital où je suis, il y a 5 ou 6 ans, on considérait qu'il n'y avait quasiment pas de cas de thrombose veineuse profonde ou d'embolie pulmonaire. Et puis, parce que nous avons un peu plus de ressources humaines, parce que nous avons un peu plus d'équipements, et ceci aussi en grande partie grâce à la SFA, la maladie thrombembolique veineuse est devenue l'une des 5 ou 6 principales causes d'hospitalisation dans notre service. Vous connaissez cette pyramide qui dit que lorsque nous avons fait le diagnostic de 10 embolies pulmonaires symptomatiques ou de 100 TVP, nous avons simplement aperçu l'arbre qui cache une forêt de quelques centaines de cas de TVP asymptomatiques. Donc c'est dire que c'est un véritable défi diagnostique, mais cette pyramide est inspirée de données tout à fait européennes. Et malheureusement, en Afrique, la réalité est différente. Elle est différente d'abord du point de vue du climat. Ceci est une photo prise chez nous, c'est aussi l'hiver, mais il fait 20 ou 25 degrés, et c'est le soleil tout le temps. Ça, c'est l'Afrique côté jardin. Mais malheureusement, l'Afrique, c'est aussi un continent qui est confronté à plusieurs défis. C'est la rareté des ressources. Vous le voyez ici, au Sénégal, 12 millions d'habitants, 12 scanners seulement, 8 centres peuvent réaliser l'échovasculaire, des dimères 5, pratiquement pas de gaz du sang, pas du tout de scintigraphie ou d'artériographie. On peut dire à peu près la même chose du Burkina Faso, 3 scanners, 7 centres avec échovasculaire, 7 labos réalisant des dédimères, le Gabon, 5 scanners. Et donc c'est un tout petit peu ça la réalité aujourd'hui de l'Afrique au sud du Sahara. Et donc, évidemment, il nous sera difficile dans ces conditions-là d'appliquer de la même manière les recommandations en matière de diagnostic de la thrombembolique veineuse. Ceux qui connaissent les routes un peu cabossées de l'Afrique savent très bien que lorsque le chauffeur de taxi brousse a perdu le moteur de sa voiture, il se débrouille quand même pour faire rouler sa Toyota. Il en est de même lorsque l'ambulance ne dispose plus de carburant, ça continue quand même à exister. Et nous devons donc peut-être essayer de trouver des solutions alternatives et proposer autre chose en fonction des moyens dont nous disposons. Bien entendu, ceci ne doit pas se faire sans tenir compte des réalités actuelles. Donc, évidemment, il y a l'evidence-based medicine, et j'ai appris un terme nouveau hier. Nous devons, nous, en Afrique, plus que tout autre pays, avoir notre eminence-based medicine. Et c'est cet exercice-là que je voudrais vous proposer aujourd'hui, en sachant que c'est un terrain un tout petit peu glissant, et j'espère que vous allez nous corriger et nous aider à nous améliorer, puisque nous allons vous proposer des algorithmes diagnostiques que vous n'avez peut-être malheureusement jamais vus de votre vie. Et donc, devant la thrombose veineuse profonde des membres inférieurs, on le sait, la clinique est en particulier peu sensible. Il y a des méthodes diagnostiques non invasives, dédimères, échodoppler veineux et angioscanner, mais aucun examen pris isolément ne permet d'avoir une sensibilité et une spécificité parfaite. L'examen de référence, non seulement est invasif, mais il n'est pas du tout disponible. Et donc, dans ce contexte africain-là, il faut avoir des solutions alternatives. Mais bien sûr, il y a des choses qui ne doivent pas changer. On doit toujours commencer par la probabilité clinique, par les données cliniques, les facteurs étiologiques. En fonction de ça, on fera un bilan paraclinique en fonction des ressources disponibles et on retournera toujours à la clinique en sachant que, par exemple, la valeur prédictive de l'échographie sera fortement influencée par la probabilité clinique. Et donc, dans tous les cas, force doit rester à la suspicion clinique de base, mais dans tous les cas, il faudra aussi pouvoir travailler lorsqu'on n'a pas toujours l'examen complémentaire. Et vous le savez donc, la clinique, ce n'est pas l'arme imparable. Il est fiable peut-être dans 50% des cas. Il ne confirme ni n'exclut les diagnostics, mais il reste un outil indispensable qui améliore la rentabilité des examens complémentaires. Et c'est ça l'intérêt des scores cliniques qui peuvent être empiriques, tenant compte des antécédents, du contexte clinique, des facteurs de risque, de la possibilité d'un diagnostic alternatif, mais également des scores structurés. Et les scores structurés, vous les connaissez tous, il y a en particulier le score de Wells. Ce score de Wells permet de diviser les patients en 3 groupes.
risque faible, modéré ou élevé. Et vous voyez qu'on passe d'une prévalence de 3% de la maladie thromboembolique veineuse lorsque le risque est faible à une prévalence de 75%, rien qu'à partir d'une première estimation clinique. Les D-dimères ont une excellente sensibilité, mais une très pauvre spécificité. On sait que les D-dimères peuvent être influencés par beaucoup de facteurs, peuvent être normalisés après une héparinothérapie. Et vous voyez toutes ces situations que vous connaissez bien, qui peuvent rendre ininterprétables les D-dimères. Et donc, il est bon que les praticiens africains prennent connaissance de ces notions-là pour qu'ils ne demandent pas, de façon exagérée, des examens complémentaires qui ne servent pas à grand-chose. Ceci est particulièrement peut-être pertinent dans un contexte où on n'a pas toujours les ressources qu'il faut. Mais les D-dimères, il faut aussi les interpréter en fonction du contexte clinique. Et on voit ici que lorsque les D-dimères sont négatifs, la probabilité qu'il y ait une embolie pulmonaire est quasi inexistante dans le cas d'une probabilité clinique faible ou modérée, mais il reste quand même un patient sur 5 qui ont réellement une thrombose veineuse profonde avec une probabilité clinique forte, malgré un test au D-dimère négatif, ce qui veut dire donc qu'en cas de probabilité clinique élevée, il faut bien entendu recourir à d'autres examens complémentaires que les D-dimères et en particulier à l'échographie veineuse. Donc les D-dimères, il est bon de dire que c'est un examen qui peut être intéressant, surtout chez le sujet jeune, vu en ambulatoire, pas beaucoup de comorbidité avec des symptômes récents et surtout en cas de probabilité clinique faible. L'écho-Doppler reste un outil diagnostique majeur. Le diagnostic, c'est incompressibilité de la veine. Donc, bien entendu, je ne vais pas vous parler de toutes les autres subtilités diagnostiques, qui n'est pas l'objet de notre propos aujourd'hui, qui a une excellente sensibilité et spécificité pour les TVP proximales. C'est moins performant dans le cas des TVP distales. Et en tout cas, il faut des mains expertes pour pouvoir faire un diagnostic fiable. Et vous voyez que la sensibilité est moins bonne. Et l'intérêt clinique est peut-être moins bon que dans le cas des TVP proximales. Et dans cet algorithme que nous allons vous proposer, nous allons nous cantonner à l'écho-Doppler de compression au niveau proximal, puisque nous pensons que c'est un peu plus reproductible dans nos conditions où nous devons former le plus grand nombre de personnes. Si la TVP n'est pas exclue après l'échographie veineuse de compression proximale avec probabilité clinique et D-dimère, on le sait qu'on peut réaliser une deuxième échographie proximale pour rechercher une extension qui ne survient que dans 2% des cas. Si cet examen est normal, on sait que le risque de maladie thromboembolique veineuse est quasi nul. Et donc, en utilisant ces outils, peut-être qu'on va arriver à faire des diagnostics. Bien entendu, vous savez, on peut aussi faire de l'angioscanner, de l'IRM, mais où nous avons vu que ces outils n'existent quasiment pas dans nos conditions. Donc, je les évoque peut-être pour certains grands centres qui en disposent, mais malheureusement, c'est pour 12 millions d'habitants, il n'y aura guère qu'un ou deux centres qui peuvent le faire. Et donc, le principe de ce que nous allons vous présenter aujourd'hui, c'est d'abord que c'est quand même une urgence, que le doute est une indication. Nous voulons dire par là que dès la forte suspicion clinique, il faut peut-être déjà démarrer un traitement, mais il faut quand même s'attacher à confirmer ces diagnostics dans les 24 à 48 heures. Et il faut donc partir de la clinique. Si on peut utiliser les scores structurés, c'est tant mieux, en tenant compte de limites de ces scores structurés qui ont surtout été testés aux urgences, peuvent valider en ambulatoire chez les malades hospitalisés opérés. Si le score n'est pas applicable, il faut essayer d'aller vers les scores empiriques ou essayer de travailler sur la base des examens simples qui ne sont pas des examens décisifs, mais qui peuvent renforcer la suspicion clinique et permettre d'avancer un tout petit peu. Il faut utiliser autant que possible les examens décisifs dont on dispose, mais nous avons vu que ce n'est pas toujours le cas. Et si on n'a pas ces examens-là, il faut, devant une forte probabilité, traiter puis référer. Devant une faible probabilité, il faut plutôt référer. Nous le verrons tout à l'heure. Et voilà donc les arbres diagnostiques que nous vous proposons dans cette situation précise. Partir de la probabilité clinique, faible ou intermédiaire D-dimère, négatif TVP exclu, positif écho-Doppler veineux, qui peut permettre d'exclure. Lorsque les D-dimères sont élevés, nous avons ajouté ici des dimères non applicables. On fait un écho-Doppler veineux qui peut confirmer le diagnostic. Si l'écho-Doppler veineux est négatif, on le sait que dans cette probabilité clinique élevée, il faut peut-être recourir quand même au D-dimère qui peut permettre d'aider. Et puis dans ce cas-là, soit on exclut avec les D-dimères qui sont négatifs, soit les D-dimères sont positifs et en ce moment-là, il vaut peut-être mieux répéter une échographie une semaine après. Mais ça, c'est un tout petit peu ce que vous avez l'habitude de voir. Et nous allons donc vous proposer des choses alternatives puisque parfois, nous n'avons que les D-dimères et nous n'avons pas du tout d'écho-Doppler à côté. Et en ce moment-là, voilà ce que nous vous proposons. Les D-dimères sont négatifs, on sait que la TVP peut être exclue de façon sûre.
c'est positif, HBPM quand même, puis transfert pour écho-Doppler puisqu'on n'a pas un diagnostic sûr. Lorsque la probabilité est élevée, injection sous-cutanée d'HBPM, en ce moment-là, nous pensons qu'il n'est pas utile de recourir aux dédimères puisque même lorsqu'ils sont négatifs, lorsqu'ils sont positifs, lorsqu'ils sont négatifs, on sait quand même que 21% de ces patients-là ont une thrombose veineuse, mais dans tous les cas, il faut s'attacher à confirmer, et nous verrons cette situation-là plus loin. Et puis, il est possible que seule l'imagerie est disponible, et en ce moment-là, on utilise l'écho-Doppler veineux, négatif, TVP exclu, positif, on a notre diagnostic. Lorsque la probabilité est élevée, c'est un peu la même chose, on peut confirmer le diagnostic. Lorsque l'écho-Doppler veineux est négatif, on répète l'écho-Doppler veineux à une semaine d'intervalle qui se permet soit de confirmer, soit d'exclure le diagnostic. Et puis, il y a cette situation un tout petit peu atypique où on n'a rien du tout, qui malheureusement va être la situation réelle de 80% des centres en Afrique. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsque la probabilité clinique est intermédiaire, nous proposons de transférer dans un centre pour investigation complémentaire en ayant peut-être déjà mis une injection de HBPM. Lorsque la probabilité clinique est faible, nous sommes à 3% de prévalence de thrombose veineuse, on peut peut-être se contenter sur place de surveiller ce patient. Lorsque la probabilité clinique est élevée, dans tous les cas, il faut démarrer un traitement et essayer dans les 24 à 48 heures de transférer ce patient dans un centre où on peut faire un écho-Doppler veineux. Donc voilà ce que nous proposons pour la thrombose veineuse profonde. Qu'en est-il de l'embolie pulmonaire? On sait que c'est également un défi diagnostique. On sait également que nous avons des examens non évasifs qui ne sont pas non plus l'arme imparable. Et on sait ici qu'il y a un risque vital qui est assez élevé, avec une létalité élevée. Il y a aussi le risque de traiter à tort un patient qui n'a pas d'affection thromboembolique veineuse. Et nous savons également que les examens de référence et même les examens simples non invasifs ne sont pas toujours disponibles. Nous savons également que les symptômes et les signes de l'embolie pulmonaire sont peu sensibles et peu spécifiques. Nous savons qu'il y a plusieurs formes cliniques. Il faut certes s'attacher à expliquer aux gens dans le cadre d'une formation continue, mais en sachant que malheureusement, les formes atypiques et thrombeuses sont fréquentes et que donc il ne faut pas toujours se fier à la clinique, même s'il faut s'en inspirer. Et vous avez ici un certain nombre de scores. Il y a le score de Wells que tout le monde connaît, avec une probabilité qui passe de 3%, de prévalence de 3% si la probabilité est faible, à 78% en cas de probabilité élevée. Mais il y a une limite importante ici, c'est que la notion de diagnostic alternatif que l'on retrouve dans ce score introduit une importante variabilité interobservateur et parfois on est obligé de recourir à des examens paracliniques, même simples, du genre radiographie du thorax, qui ne sont pas toujours facilement disponibles dans notre contexte. Et donc, notre préférence va au score révisé de Genève, qui est quand même, à notre avis, plus reproductible et qui ne fait intervenir aucun examen complémentaire. Et c'est à peu près la même chose. Nous avons une prévalence qui est de l'ordre de 7% en cas de probabilité faible, à 58 à 80% lorsque la probabilité clinique est élevée. Les gaz du sang, on le sait, ne sont guère discriminants. Ça peut tout au plus servir d'examen de surveillance, mais ce n'est pas non plus un examen décisif. La radiographie du thorax peut aider au diagnostic différentiel, elle peut être normale, et vous avez ici également un tableau qui vous montre qu'aucun examen, aucun signe n'est réellement discriminant à 100%. L'électrocardiogramme non plus, peut aider au diagnostic différentiel, peut renforcer la suspicion d'embolie pulmonaire, mais même les signes les plus classiques peuvent manquer dans 80 à 90% parfois. Les dédimères sont négatifs dans 10% si la probabilité clinique est élevée, ce qui représente 10% des situations cliniques. Donc les dédimères restent peu contributives en cas de forte probabilité clinique. On sait qu'en cas de probabilité clinique faible ou intermédiaire, le diagnostic d'embolie pulmonaire peut être quasiment exclu si les dédimères sont négatifs. Et de façon générale, donc, les dédimères peuvent être intéressantes puisqu'ils suffisent à elles seules à faire le diagnostic dans 30% des cas. L'écho-Doppler cardiaque n'est pas malheureusement aussi sensible que ça. Par contre, c'est un outil très intéressant dans l'embolie pulmonaire massive, puisqu'on le sait aujourd'hui que devant une embolie pulmonaire grave ou une suspicion d'embolie pulmonaire grave, l'écho-Doppler cardiaque est quasiment toujours anormal en montrant des signes de cœur pulmonaire aigu. L'écho-Doppler veineux est bien sûr utile, puisque généralement, l'embolie pulmonaire, c'est une cible dont le tireur se trouve dans la veine. Là également, l'écho-Doppler proximal est un outil intéressant avec une sensibilité de 50 à 60%. Une très bonne spécificité, et on sait que l'écho-Doppler permet quand même de faire une bonne sélection puisqu'il fait le diagnostic seul dans 15 à 20% à partir d'une cohorte initiale.
Et puis il y a l'angioscanner. Nous avons vu que malheureusement, nous n'avons quasiment que des scanners monobarrettes, ou en tout cas pas beaucoup de barrettes. Donc je ne vous parle pas des scanners à 64 barrettes, nous n'en avons pas du tout. Et donc, il est bon également que les praticiens sachent que ce n'est pas non plus une arme absolue. Lorsque vous avez un scanner 4 barrettes, vous avez une sensibilité de l'ordre de 60 à 70%. Et malheureusement, cette sensibilité dépend un peu de l'étage où se situe l'embolie pulmonaire. Lorsque vous êtes lobaire, c'est bien. Lorsque vous êtes sous-segmentaire, ce n'est pas bien du tout. Et donc, il est bon qu'on sache qu'on n'exclut pas le diagnostic devant un scanner monobarrette normal. Et voilà donc une chose que tout le monde connaît également. Angioscanner monobarrette normal, échodoppler proximal veineux négatif, probabilité clinique faible ou intermédiaire, on peut exclure le diagnostic d'embolie pulmonaire. Si ces trois conditions ne sont pas entièrement réunies, 5 à 10% des patients ont quand même une embolie pulmonaire. Donc cela veut dire qu'autant que possible, il faut aller plus loin. Et j'en arrive donc aux algorithmes que je propose dans cette situation-là. Et là, la question à se poser, c'est le patient est-il stable ou instable au plan hémodynamique? Il a une chute tensionnelle, ici une échographie cardiaque sans signe de dysfonction ventriculaire droite ou de surcharge de pression permet à peu près d'exclure le diagnostic d'embolie pulmonaire. Donc cela veut dire donc, en cas d'instabilité hémodynamique, nous mettons en première ligne l'échographie cardiaque transthoracique qui est quand même plus disponible dans nos pays. Il y a des signes manifestes de cœur pulmonaire aigu, on traite comme une embolie pulmonaire. On a un autre diagnostic alternatif, tamponnade, dissection de l'aorte, l'embolie pulmonaire exclue, on a un traitement spécifique à appliquer. Lorsque le patient est hémodynamiquement stable, on revient aux algorithmes classiques. Et ici, c'est l'algorithme que vous avez l'habitude de voir. J'ai fini dans 5 minutes, Monsieur le Président, 3 minutes. Les dédimères sont normales, l'embolie pulmonaire exclue. Élevé, on fait un échodoppler veineux qui confirme en montrant une TVP. Lorsque l'échodoppler veineux est normal, angioscanner thoracique, qui peut soit confirmer, soit exclure le diagnostic. Lorsque la probabilité clinique est élevée, c'est toujours échodoppler veineux qui peut confirmer. Mais lorsqu'il est normal, on a recours à l'angioscanner. Lorsque l'angioscanner ne permet pas de confirmer le diagnostic, on essaie d'utiliser les moyens que l'on a, ECG, radio du thorax, l'échographie cardiaque, et si seulement, lorsque tous ces éléments sont évocateurs qu'on traite, sinon on essaie de référer peut-être vers des centres plus performants. Lorsqu'on n'a que l'imagerie, l'échodoppler veineux, donc ceci ressemble à ce que nous avons vu tout à l'heure, et dans ces conditions-là, il y a simplement qu'on ne fait pas intervenir les dédimères, on fait l'échodoppler veineux, qui permet soit de montrer qu'il y a une TVP, auquel cas on traite, soit est normal et on recourt à l'angioscanner thoracique. Et dans la deuxième situation, cela s'apparente à ce que nous avons vu tout à l'heure. Et puis parfois, nous n'avons que l'échodoppler veineux. Et dans ces conditions-là, probabilité faible ou intermédiaire, on fait l'échodoppler veineux. S'il y a une TVP, on traite. Si c'est normal, on recourt au score clinique empirique, à l'ECG, à la radio du thorax. Si c'est évocateur, on traite par HBPM, puis on transfère pour un bilan complémentaire. Sinon, on surveille, surtout en cas de probabilité clinique faible. Et on pense que si la probabilité clinique était intermédiaire, il faut quand même transférer le malade pour essayer d'exclure ou de confirmer le diagnostic. Lorsque la probabilité clinique est élevée, on a recours à l'échodoppler en première intention, puisqu'on a que ça. On traite, si on a confirmé le diagnostic, mais même si c'est normal, on traite quand même par HBPM et on essaie d'envoyer le patient vers un autre centre. Et puis, là aussi, situation un peu particulière, mais qui est la plus fréquente en Afrique, on n'a rien du tout. Et quand on n'a rien du tout, la probabilité clinique est faible ou intermédiaire, score clinique empirique, on travaille avec les moyens du bord. Si c'est évocateur, on traite par HBPM, puis on transfère pour un bilan complémentaire. Si ce n'est pas évocateur, si la probabilité clinique est faible, on se contente de surveiller ce patient, puisque la probabilité qu'il y ait une embolie pulmonaire est inférieure à 3%. Si la probabilité clinique est intermédiaire, on est quand même à 17%, il vaut peut-être mieux transférer pour confirmer. Si la probabilité clinique est élevée, c'est donc plus de 70% de prévalence d'embolie pulmonaire, il faut dans tous les cas transférer pour un bilan complémentaire en ayant déjà démarré un traitement par HBPM. Donc en conclusion, Monsieur le Président, la maladie thromboembolique veineuse est un défi diagnostique et n'est pas du tout rare, contrairement à ce qu'on croyait dans nos pays. Il faut partir du contexte clinique, la probabilité clinique, des examens non invasifs, mais malheureusement, nous avons vu, nous avons des ressources qui ne sont pas toujours les mêmes que celles que vous avez ici, donc il faut tenir compte de ces ressources-là. Et il faut commencer par des choses simples, c'est assurer quand même la formation du personnel sur les données cliniques qu'ils comprennent mieux,
ce que c'est que la maladie thrombembolique veineuse, la sémiologie, les scores cliniques et leur mode d'emploi, et puis essayer de leur apprendre à faire un écho veineux proximal de compression. Si on le faisait dans chacune de nos, des principales villes, ce serait déjà quelque chose de gagné. Leur permettre de reconnaître un ventricule droit dilaté avec une hypertension artérielle pulmonaire. Et puis évidemment, je crois que nous sommes pauvres, mais nous pouvons quand même, si nous en avons la volonté, équiper nos structures de soins. Avoir un échographe, ça ne coûte pas tellement cher. Avoir des tests diagnostiques tels que certains kits pour des dimères, c'est encore accessible. Mais tout cela doit se faire dans le cadre d'un système de référence et de contre-référence. Je veux dire par là que si moi je travaille à côté d'un village, il faut peut-être que je travaille avec ces médecins-là pour qu'on organise un système de référence et de contre-référence pour que les suspicions puissent être évaluées dans mon centre et que je leur renvoie et que tout cela, bien entendu, soit évalué sur le terrain pour qu'on voit réellement si ces algorithmes qui sortent un peu de l'ordinaire correspondent réellement à un besoin et permettent de rendre service aux populations. Voilà ce que je voulais vous dire. Hier, on a parlé un tout petit peu des projets dans 50 ans de quand l'angéologie ira sur la Lune. Je suis désolé de vous avoir ramené sur la terre ferme africaine et c'est un peu moins romantique parfois. Je vous remercie.